copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Alors ici, soyez prévenus, on spoil copieusement, mais c'est pour mieux analyser en détail les films dont on parle. Et si vous n'aimez pas ça, on vous conseille d'aller d'abord voir le film et de revenir nous écouter ensuite. À mes côtés cette semaine, une troupe d'acrobates de la critique. Ils débarquent dans le studio en faisant des triples sauts périlleux. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Hop. C'est très dommage qu'on n'ait pas la vidéo. Salut Clémence. Ah ouais, ça, la prochaine fois, on vous le streamera. À la console, mesdames, messieurs, le plus grand dompteur de micros de tout le pays. Bonjour Alain. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à vous. Et pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous. Donc si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, approchez, pour le plaisir de vos oreilles, notre équipe de choc va tenter un numéro inédit. La critique de Nightmare Alley, le nouveau thriller de Guillermo del Toro. Le personnage principal, Stanton Carlyle, débarque dans une foire itinérante. Petite main auprès des artistes, il côtoie une voyante et son mari, ancienne gloire du mentalisme. Il apprend petit à petit les ficelles du métier et finira par devenir un manipulateur hors pair. Cette histoire, c'est d'abord celle du roman Le Charlatan de William Lindsay Gresham, déjà adapté au cinéma en 1947, et dès décembre 2017, Guillermo del Toro révèle qu'il écrira et réalisera cette nouvelle adaptation. Côté casting, Leonardo DiCaprio avait été pressenti pour incarner ce forain ambitieux. C'est finalement Bradley Cooper qui reprend ce rôle, avec à ses côtés une équipe de haute volée. Rooney Mara, Cate Blanchett et Toni Collette dans les rôles féminins, Willem Dafoe, Ron Perlman et Richard Jenkins pour les seconds rôles masculins. Sorti le 17 décembre aux États-Unis, Nightmare Alley débarque dans les salles françaises ce mercredi 19 janvier. Alors, c'est quoi votre météo ? Julien ? C'est la nuit, ciel très dégagé et une belle pleine lune glaçante. Ouh, ambiance gloomy. Marie ? J'avais complètement la même météo que Julien, donc je suis très déçue. Ah, mais vous avez le droit d'avoir la même météo. Bah, du coup, c'est la même. Vous êtes les siamois de la météo de cet épisode. Non, mais on va faire un numéro conjoint tous les deux. Ouais, exactement. Moi, je vais dire que c'est le soleil à travers le brouillard en fait qui le fait partir, quoi, parce que c'est vraiment en fait un vrai grand film de cinéma au milieu de de tout ce qui sort aujourd'hui, quoi, de tout ce dont on parle et tout ça. Mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, pour la première fois dans Capture, non pas pour la première fois de l'année, dans Sale Temps en 2022, pour un film, c'est en 2022, c'est le deuxième épisode. Une critique à l'unanimité positive. Ouais, mais c'est Del Toro, on est forcément de parti pris, gna gna gna. Alors non, parce que moi j'aime beaucoup moins Del Toro que vous. You're fired. Ah, ça y est, j'ai enfin réussi à me faire virer. Vous allez nous expliquer ça tout de suite. Bon, alors là, ça va être dur de vous départager. Vous êtes tous d'accord ? Vous êtes tous contents ? Ça veut dire que l'épisode va durer 20 minutes ou 45 minutes. On pourra aller manger des pizzas juste après. Bon, alors Stéphane, toi, tu étais dithyrambique, le soleil du grand cinéma. Dis-nous tout. Bon, alors, déjà, en fait, on va commencer. Moi, j'avais interviewé, on connaît un peu Del Toro, on l'a interviewé plusieurs fois, ici, autour de ses micros, quoi. Et c'est marrant parce que je lui avais posé cette question à l'époque, il y a très longtemps, sur Hellboy, sur le cinéma fantastique. Et il m'avait dit, il y aura toujours du fantastique dans mon cinéma. Il y aura toujours du fantastique. Et c'est aussi vrai dans Nightmare Alley, mais de manière détournée. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir un cinéaste que tu admires et que tu suis se poser des questions sur ce qu'il est, sur ce qu'il représente dans le cinéma, et en gros, infuser émotionnellement ce questionnement dans son récit.
Pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire qu'en fait, on dira ce qu'on veut en fait de Nightmare Alley, on dira ce qu'on veut de Del Toro. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Maria vient de dire qu'elle détestait, voilà, de manière générale, unilatérale. Quoi. Oh là là, ça y est, ça voilà. c'est. Non, mais c'est vrai. Je m'en vais. C'est vrai que par contre, en fait, Stéphane. il y a Je quelque quitte chose. ce Non, mais il y a studio. quelque chose de formidable en fait dans ce film, c'est que en fait, c'est un film qui avance à nu. C'est-à-dire justement, en fait, c'est un film. Il y a du fantastique dans le film de manière détournée, mais en fait, il y en a pas. Et en fait, il avance sans filet. Il a plus ces trucs en fait. C'est-à-dire, il pourrait avoir ces trucs en fait à lui de, regarde, je vais mettre. Alors il y a des trucs à la Del Toro, il y a des fœtus dans des bocaux, il y a des trucs, tu vois. Fait par DDT. Voilà, des trucs où tu dis oui, bon bah on connaît son amour pour ça. Et moi il me l'a toujours dit, hein, c'était assez marrant. Moi il y aura toujours un fœtus dans mes films. et c'est vrai en fait quand tu regardes ces films, c'est vrai en fait. Et il a dit en interview, si j'avais fait ce film plus tôt dans ma carrière, il aurait été centré sur le fœtus. Mais voilà, et si tu veux. Mais c'est un film en fait qui avance sans ces filets-là. C'est un film qui raconte l'histoire d'un type qui, bon comme le titre français l'indique en fait pour le roman, est un charlatan. Se pose des questions sur ça. Alors on spoil, hein, vraiment je rentre dans je pense Faites dans le. attention parce que c'est vraiment un film. Enfin c'est dommage de spoiler. Voilà, c'est quoi. ça. C'est un film en fait, si tu veux, qui ouais, c'est-à-dire qu'après avoir eu l'Oscar en fait, et un double Oscar hein, pour comment dire. La forme de l'eau, avec ce qui est, à mon sens, une lettre d'amour pour le cinéma fantastique, dans un cadre où, je sais pas moi, de mémoire, la dernière fois qu'un film fantastique a gagné l'Oscar, c'était Le Retour du Roi, et il a fallu que ce soit, comment dire, le troisième film d'une grande saga populaire, etc., etc., alors que les deux autres précédents volets avaient été aussi nommés et n'ont pas eu l'Oscar. Là, c'était l'accomplissement, le couronnement. Le voir un type comme Del Toro en fait si tu veux qui a toujours suivi sa ligne droite en fait qui a toujours essayé de faire ce que son cinéma à lui qui a à un ou film près comme Mimic en fait si tu veux a dû apprendre de manière très violente en fait la façon dont le cinéma hollywoodien peut écraser une personnalité aussi forte que lui que ce type ait réussi à faire tout ça qui gagne l'Oscar si tu veux avec un film que moi je trouve magnifique hein, La forme de l'eau quoi qui est une lettre d'amour à la créature du lagon, du lac Noir, qui est aux créatures, aux monstres en fait de manière générale. Tu te dis qu'est-ce qu'il va faire derrière ça ? Et le fait de s'attaquer donc à un film qui, selon ses propres dires à lui, est un film noir. Et ça, on va en parler un petit peu, je pense, de cet aspect-là parce que c'est un aspect qui est assez intéressant. Parce que c'est le film présenté noir, comme un thriller dramatique. bah, lui, il y a cet aspect film noir parce que c'est ce que l'original aussi est censé être. Hein. Mais surtout, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une récupération. Le truc avec le film noir aujourd'hui, c'est qu'on va te dire qu'est-ce que c'est le néo-film noir. Tu vois, on va te dire c'est Hit de Michael Mann ou ce genre de film, si tu veux, parce que c'est des intrigues policières dans des villes tentaculaires avec des détectives privés, avec des trucs. C'est code, si tu veux, du film noir. Lui, en fait, si tu veux, il met ça de côté. C'est-à-dire, c'est une question d'ambiance, c'est une question de voilà, et c'est là. Si tu veux, c'est clairement infusé dans le film. Mais avant même d'aller sur ce terrain-là, il y a cette idée, en fait, que le personnage principal, c'est lui, dans le film. Ce questionnement, en fait, si tu veux, sur justement ces ficelles, les ficelles avec lesquelles il va jouer. Est-ce que je suis un artiste ? Est-ce que je suis un cinéaste commercial ? Est-ce que je suis, en fait, est-ce que j'ai besoin de gagner ma croûte ? Est-ce que j'ai besoin, en fait, si tu veux, est-ce que, en fait, ce que je fais, c'est la réalité ? Pour les gens, est-ce qu'ils y croient ? Ou est-ce que, tu vois, tous ces questionnements-là, c'est, je trouve, fondamental qu'un cinéaste comme Guillermo del Toro se les pose après avoir gagné un Oscar. Encore une fois, c'est censé être un couronnement, en fait, dans le système dans lequel il travaille. C'est censé être la façon de dire, ok, tu non seulement, en fait, si tu veux, on te reconnaît comme un artiste, mais tu as, entre guillemets, comment dire, patte blanche, quoi. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, et on le voit hein, parce que c'est un film qui s'est complètement planté comme tous les films se sont plantés à Noël à part Spider-Man quoi. C'est très difficile de faire ces films-là en dehors d'un autre système en fait qui serait éventuellement celui des plateformes de Netflix où d'un seul coup tu te retrouves avec les films des frères Cohen qui débarquent sur Apple et ce genre de choses quoi, ou Green Knight qui atterrit sur Amazon, c'est-à-dire des films qui sont censés être, je mets les guillemets, hein, exigeants pour un public averti, pour un public mature et adulte, et qui n'ont quasiment plus le droit de sortir en salle.
C'est-à-dire, en fait, à part dans des circuits très fermés, à part si, en fait, on leur met un label spécifique, à part si tous ces trucs-là. Et comme les plateformes ont besoin de cette street credibility, en fait, si tu veux, vis-à-vis de fait qu'on ne fait pas que des blockbusters, on ne fait pas que des trucs comme ça. En fait, tous ces films sont migrés. Là, voir un film comme Nightmare Alley sortir au cinéma, sous la bannière de Fox, qui a été racheté par Disney, que le film se plante, etc., c'est une alerte critique, en fait. Et du coup, pour moi, déjà, ça rend le film encore plus touchant, d'une certaine manière, même si le fait est que je l'ai vu avant qu'on sache qu'il était en train de se planter au cinéma, etc. Mais surtout, encore une fois, vraiment être dans ce questionnement de quel est mon art, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux en tirer, à qui je m'adresse. C'est-à-dire, est-ce que je m'adresse aux forains, aux gens qui viennent, en fait, si tu veux, voir mon art, en fait, si tu veux, dans ce truc, parce qu'en fait, ils vont mettre leur argent bien durement gagné, si tu veux, pour être diverti, me croire ou pas me croire, ou est-ce que je m'adresse justement au public citadin, mondain, si tu veux, à celui qui a de l'argent, etc., à celui qui est érudit, qui a l'école, voilà, etc. À qui je m'adresse, maintenant que j'ai eu l'Oscar, à qui je m'adresse, qui je suis, en fait. Et c'est ce questionnement, en fait, absolument énorme, qui pour moi infuse totalement l'aspect émotionnel, en fait, du film. C'est-à-dire que, en gros, la plus grosse crainte, moi, que je pouvais avoir, en fait, si tu veux, d'un Del Toro, après justement d'avoir eu l'Oscar sur La Forme de l'eau, c'est qu'il fasse du Tim Burton, en fait. C'est qu'ils se disent, tout bêtement, bon, c'est ce que vous aimez, ok, je vais le faire, en fait. Vous m'aimez vraiment, donc je vais faire ça. Et il se trouve que quelqu'un comme Tim Burton, il a ce questionnement de rejet permanent, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est jamais vraiment battu contre ce rejet, entre guillemets. C'est-à-dire, il l'a accepté, il l'a pris dans la gueule, il a dit, je suis comme ça. Et en fait, si tu veux, quand ça a changé, d'un seul coup, lui-même a changé son rapport à ça. Le truc avec Del Toro, il est resté quelque part lui-même, hein, Burton, mais il a changé par rapport à la perception des autres. Et en fait, Del Toro ne se soucie pas vraiment de la perception des autres. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence quand tu regardes un film comme Nightmare Alley. Et c'est très intéressant. Moi, je n'ai pas vu le film original, hein, donc voilà. Je peux pas comparer, Marie l'a vu récemment, donc elle peut faire un comparatif là-dessus, quoi. Mais par contre, en fait, je trouve très intéressant que justement, il se propulse dans un truc qu'il n'a pas forcément écrit. Il n'a pas forcément, c'est-à-dire, ça vient pas de son cerveau à la base, et que malgré tout, en fait, il arrive à totalement faire, et sans le fantastique pur et dur, c'est-à-dire sans une vraie créature. Si tu veux, il n'y a pas de créature dans le film, il n'y a pas de fantastique au sens propre, c'est une ambiance, c'est un truc qui existe, tu vois. Qu'il arrive à faire un putain de vrai film de Guillermo del Toro. Et c'est quelque part, en fait, c'est le truc le plus... je sais pas ce qui va se passer derrière. En fait, après le plantos de ce film, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Mais si c'est ça, en fait, le dernier grand chef-d'œuvre de Guillermo del Toro, parfait. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, le fait d'avoir choisi le monde forain au départ. T'as quand même cette atmosphère un peu fantastique qu'il est pas, mais... Ouais, mais c'est... Parce que le cinéma vient de là, en fait. Ouais. Le cinéma vient de l'art forain, en fait. C'est-à-dire qu'il vient de... Les frères Lumière, tout ça, c'était là-dedans, en fait. Donc, en fait, tous ces trucs, en fait, où tu mettais une pièce, parce que c'était la nouveauté, c'était l'illusion, c'était le truc, et ça collait parfaitement avec l'idée que tu vas te montrer une femme à barbe, ou une créature, tu vois, machin, dont on sait que c'est pas forcément vrai, de la même manière qu'on sait que le cinéma n'est pas forcément vrai. Donc c'est un art forain qui débarque de là et qui a fini par arriver dans les villes et dans les voilà. Et le film parle de ça. Hein. Il parle aussi de ce rapport-là, je pense, au cinéma, quoi. Pardon, j'ai coupé en plus Marie. Non, mais je disais, je voulais rebondir sur le côté. Tu parlais un peu des Freaks et tout ça, parce que, bon, clairement, on a tous vu Freaks et Guillermo del Toro le premier. Et en fait, je pensais que ça irait justement, que ça montrerait plus de phénomènes de foire, au-delà du geek, comme il l'appelle. Je sais plus comment il l'appelle en français dans les sous-titres, je crois qu'il l'appelle le crétin. Au-delà de ce personnage-là et d'un personnage de nain, en fait, il n'y a pas tant de personnages que ça qui sont des freaks, en fait. C'est vraiment basé sur l'illusion, sur le trucage. Il y a un personnage qui a je crois qu'il y a des poils vraiment sur l'intégralité du visage, un peu genre Chewbacca. Ouais, voilà, mais c'est pas... En fait, et puis, ils sont pas mis en avant tant que ça, en fait. Et moi, j'étais assez étonnée de ça, parce que je pensais justement que toute cette première partie serait... je savais pas à l'époque, avant de le voir, que le film serait un peu coupé en deux parties. Donc, cette partie dans cette foire et la deuxième partie plus urbaine et tout. Et en fait, moi, j'étais vraiment agréablement surpris de voir ça, de me dire, comme tu disais Stéphane, il sort vraiment d'un truc, c'est quelque chose qui n'est pas écrit par lui. Alors, il y a toute cette toile de fond, tous ces décors dans l'espèce de cirque avec
des espèces de statues, des fœtus dans des bocaux, des créatures, des machins. En fait, on dirait un peu la maison elle-même de Guillermo del Toro. On l'a déjà vu dans des trucs où il nous fait la Bleak House. Ouais, voilà, où il nous fait visiter son truc. Je crois que même ça a été une expo itinérante qui a bougé dans pas mal de pays et tout ça. En fait, on a un peu l'impression d'être chez lui, mais en fait, c'est devenu plus un décor qu'un vrai motif. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'il sorte de là. Et donc j'aime beaucoup les deux films dans le film, mais je trouve que la deuxième partie est vraiment incroyable. Moi j'étais vraiment, comme tu dis, c'est une ambiance en fait. Il y a tout un jeu de couleurs, il y a beaucoup de bleu, vert, de turquoise, de ocre. Il y a des tons rouges qui ressortent, mais uniquement sur les deux personnages féminins qui sont encore dans le film autour de lui à ce moment-là. C'est la tenue et l'espèce de manteau et le petit chapeau qu'a Rooney Mara, et le rouge à lèvres de Cate Blanchett qui est... Alors, Cate Blanchett, je la trouve incroyable. Enfin, elle incarne vraiment la femme fatale. Enfin, moi, tout le décor de son bureau que je trouve incroyable. Sa coupe est une référence directe à Véronique Alec. Ouais. Et toutes ses tenues, sa façon de fumer, sa façon de parler. Enfin, c'est... Et son intelligence aussi, parce qu'il y a ce truc, en fait, de ce rapport qu'elle a, en fait, si tu veux, à... On va peut-être pas rentrer dans les spoilers par rapport à son personnage, quoi, mais en fait, la notion que elle utilise ça. C'est-à-dire, il y a une forme de manipulation, c'est une femme fatale, quoi. Mais elle utilise cette intelligence aussi de façon... En fait, elle est la rationalisation du métier, en fait, que fait les gars, en fait. Elle est psychiatre. Ouais. Mais je rajouterais juste un truc, en fait, avant peut-être... je te laisse finir, mais c'est vrai, en fait, il y a ce truc qui est vrai aussi, c'est cette beauté, en fait, du film. C'est-à-dire que moi, dès le premier plan, c'est-à-dire qu'en fait, quand les flammes partent dans la baraque et tout ça, etc., je me suis dit, oh putain, mais en fait, c'est vrai que je suis en train de voir un film de Del Toro, il va être beau. Ouais, c'est et vraiment, en fait, il y a ce truc, en fait, si tu veux, que j'avais complètement presque oublié. On a vu des bons films ces derniers temps, on peut pas se, tu vois. Mais là, vraiment, en fait, me dire putain, le film, il va être vraiment beau. Donc je rejoignais ça parce que quand Marie a parlé des couleurs et tout ça, etc. L'utilisation, c'est vraiment. Il y a tous ces, tous les. En fait, ils ont recréé ils ont fait toute une partie des décors. Je crois même qui a été détruite pendant, parce qu'en fait, ils ont commencé le film avant le Covid, donc ils avaient construit toute cette foire avant, et quand ils sont revenus des mois plus tard, je crois que la moitié des décors avaient été soufflés par le vent, et ils ont dû reconstruire une partie du décor. Donc j'ai noté le nom de la décoratrice parce que je voulais pas l'écorcher, mais c'est Tamara Devrel. Et je trouve que vraiment les décors, autant du côté fête foraine avec ces trucs un peu psychédéliques, avec quand ils poursuivent le geek qui s'est échappé. Il y a vraiment des... Enfin, moi j'étais la fausse chaise électrique du personnage de Rooney Mara aussi. Et j'étais vraiment... en fait, ça m'a fait un peu le même état que devant le Edgar Wright qu'on a vu l'an dernier, où je me retrouvais vraiment à me dire, punaise, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose de beau comme ça dans les décors, dans la façon de les filmer et tout. Et donc, comme je disais, dans cette deuxième partie, où vraiment le décor de son bureau, avec tout ce bois, ces portes dérobées, cette immense fenêtre où on voit derrière la neige, le paysage du parc, du jardin dans lequel ils sont jusqu'à la fin. Enfin, c'est vraiment des décors qui sont magnifiques, et j'avais pas vu ça depuis vraiment longtemps, quoi. L'hôtel aussi dans lequel ils se produisent, avec cet hôtel avec ce art lit, déco incroyable. C'est incroyable. Et du coup, tu vois qu'il y a vraiment une espèce de soin apporté jusque dans les moindres détails. Il y a des trucs gravés dans le bois, autant dans la chambre d'hôtel que dans le bureau du personnage de Cate Blanchett. Il y a vraiment, on voit que c'est je sais pas si on peut dire la maniaquerie, parce que le côté maniaque est toujours un peu péjoratif, alors que là ça l'est pas, mais il y a vraiment ce côté contrôle fric, de contrôler souci du détail. Ouais, voilà, c'est mieux de le dire comme ça, mais il y a vraiment ce souci du détail jusqu'à la fin, dans les moindres finitions. Et c'est un truc où tu te dis vraiment, le film, j'ai envie de le revoir, parce que je sais qu'il y a des petites choses que j'ai ratées comme ça dans le décor, et des choses que j'ai pas forcément vues, même dans les symboliques, dans les formes, dans les couleurs. C'est hyper riche, quoi. Wow. Julien? Ouais, moi je rejoins mes deux collègues. C'est vrai que déjà, il y a un truc, c'est que on a vu là dans ces dernières semaines 3 grands réalisateurs cinéphiles revenir avec éclat, et comme s'ils venaient à nouveau clamer la pleine puissance du cinéma avec Last Night in Soho et West Side Story et maintenant Nightmare Alley. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, c'est vrai qu'il y a ce côté extrêmement pictural. Moi, je trouve aussi qu'il y a une... Bon, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et il y a aussi Del Toro, c'est quelqu'un qui a vraiment le goût de la peinture et des arts graphiques en général. Et là, il y a du Norman Rockwell, mais en veux-tu, en voilà. Il y a une citation de la peinture Lighthouse de Hooper
littéral en fait, qui est, moi je trouve qu'il y a un plan absolument à tomber. Et qui sont et tout ça en plus au sein d'un des genres fondateur du cinéma, qui est le film noir, qui est un genre qui fait totalement écho à l'autre genre fondateur du cinéma, qui est le western. Donc le film noir, c'est le genre où tu mens, en fait, où tout le monde, tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas qui tire les ficelles. Bon, voilà, ça, c'est le principe moteur même, en fait, du genre. Donc tout ça est vraiment absolument réjouissant. Après, il y a le premier effectivement choc, moi, que j'ai eu sur le film, c'est effectivement ce renouveau dans la continuité. On reconnaît Del Toro, hein, c'est vrai, et notamment, on a parlé du Freaks de Todd Browning, mais il en reprend aussi, sans vouloir rien trop non plus révéler, mais enfin, il en reprend la trame, hein, c'est-à-dire que sur le final, enfin vous verrez quoi, ça rappelle immanquablement le final de Freaks. Enfin moi en tout cas ça me l'a rappelé. Et effectivement il parle beaucoup de son travail, mais ce qui est génial c'est de le voir complètement changer son fusil d'épaule. Il y a un truc chez Del Toro, moi s'il y avait j'aime tous ses films, hein, mais s'il y avait il y a un film qui pour moi marque un peu le pas, c'est Crimson Peak, parce que c'était un film où il y avait un passage qu'il n'arrivait pas à effectuer, pour moi en tout cas, hein, et qui est que Del Toro, il a toujours eu comme héros des personnages très purs en fait, profondément bons. C'est le drame même d'Hellboy, c'est-à-dire que c'est un diable mais d'une bonté extrême quoi. Et il y a un truc je pense que la forme de l'eau a permis ce basculement où alors je voudrais pas qu'on me méprenne dans ce que je vais dire, mais il passe à l'âge adulte. Ça veut pas dire que ces films précédents étaient bétifiants ou ras des pâquerettes et tout, pas du tout. Mais je pense que tout à coup l'exemple que je peux donner qui est peut-être le plus flagrant, c'est que c'était un cinéma extrêmement chaste, le cinéma de Guillermo del Toro. C'est-à-dire que même dans un film comme Blade, où il aurait pu y avoir quelque chose de assez sexuel, hein, en fait, c'était très romantique, très chaste. Et dans Crimson Peak, justement, moi, je trouvais qu'il y avait un truc où il aurait dû basculer dans des rapports charnels, les affronter, en fait, et il n'osait pas. Il y avait un truc chez lui où il n'y arrivait pas, et je trouve que ça manquait dans le film. Et il a passé ce cap-là avec La forme de l'eau, définitivement. Et je trouve qu'on en récupère les fruits, en fait, dans Nightmare Alley. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si l'un des changements radicaux de Nightmare Alley, c'est son héros, justement. C'est que ce mec qui avait tout le temps des personnages, des blanches colombes, quoi, en fait, hein, quelque part, là, il te prend un mec qui est complètement torturé, complètement pourri, en fait. Il est super dark. Voilà, c'est-à-dire que c'est une espèce de monstre de l'âme. Alors que d'habitude, il faisait des monstres physiques, mais avec des âmes profondément humanistes, quoi, tu vois, quelque part. Et de la même façon, il y a un autre truc que j'ai adoré, enfin, je trouve ça fascinant, qui se confronte aussi à ça, c'est aussi son premier vrai casting de star. C'est pas anodin, c'est-à-dire que Del Toro, il a jamais eu vraiment de grandes têtes d'affiche auparavant. Il avait Wesley Snipes, mais comment dire, c'est pas... Ça faisait partie de la franchise dans laquelle il... La franchise, voilà, c'était le package, quoi, quelque part. Et là encore, tu vois, dans Crimson Peak, il y avait un truc où tu sentais que c'était un peu ça, mais pas tout à fait en même temps. Mais moi, j'aurais adoré voir Del Toro bosser avec DiCaprio sur ce film-là, parce que moi, c'est peut-être le seul truc de casting en fait qui me pose un petit peu problème, je pense, en fait, quand je regarde le film, c'est Bradley Cooper. J'ai pas de problème avec Bradley Cooper en soi, mais je sens que c'est quelqu'un qui a un degré quand même en dessous d'un DiCaprio. On peut pas savoir ce que le film aurait donné avec DiCaprio, mais par contre, le truc avec DiCaprio, c'est que moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un gars qui est vraiment pété, tu vois, et il y a quelque chose en fait qui pue chez ce mec. C'est-à-dire derrière la belle gueule, tu vois, il y a vraiment un truc qui va pas en fait. Tu sens que c'est un mec qui mais c'est ce qui le rend fascinant et aussi puissant. Je pense, tu vois, qu'il contrôle beaucoup en fait certaines choses en fait qui sont à mon sens pas tout à fait nettes en fait chez lui, quoi. Et ça aurait été vraiment fascinant de le faire ressortir avec cet acteur-là sur ce rôle-là. Maintenant, Bradley Cooper, il fait parfaitement le job, hein. Oui. Mais c'était juste pour rebondir sur le casting. Mais ça, justement, enfin, le truc aussi, c'est que je pense que
du coup, ça lui permet aussi de faire des vraies études de caractère. Alors, encore une fois, je veux pas qu'on se méprenne. Ces personnages étaient puissants, ils avaient plein de couches et tout auparavant, et c'était des personnages déjà passionnants, mais là, il a une façon de les laisser se déployer dans le métrage. C'est-à-dire, Del Toro, il n'a jamais fait des scènes de dialogue entre deux personnages aussi longues auparavant. Jamais, jamais. Et de la même façon, Del Toro, depuis Mimic, et depuis son travail avec Dan Lausten, qui signe aussi la photo de ce film-là, il avait à cœur d'avoir une caméra qui était en permanence en mouvement. Là, par exemple, dans Nightmare Alley, il se permet de se poser d'un seul coup pour scruter un visage et essayer enfin pas essayer parce qu'il y arrive, quoi, te montrer l'espèce de guerre interne qui se passe dans le personnage qu'il est en train de se déployer là. Et là, il y a un truc effectivement de basculement, quoi, où tu te dis, mais il vient de s'ouvrir un nouveau champ des possibles, Guillermo del Toro, qui est je trouve, ahurissant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, il se renie jamais. Il parle de lui déjà tout le temps dans le film, ça c'est vrai, c'est un truc que tu peux sentir. Et en se posant la question de qu'est-ce qu'il a vraiment conscience en fait, parce qu'il y a des trucs où c'est évident, c'est-à-dire que le discours final c'est évident. C'est évident qu'il parle de lui, c'est une évidence. Mais il y a tout un tas d'autres trucs avec son rapport au personnage de Cate Blanchett et tout ça. Tu te dis, t'as vraiment conscience que tu parles de toi ou pas en fait? T'as vraiment conscience de la brune et la blonde? Parce que bon, on sait que Del Toro il a divorcé ces dernières années, alors qu'en fait il est très très attaché à sa femme, qui a toujours été là. D'ailleurs, elle a bossé avec lui en fait depuis leur début et tout. Donc le voir en fait, si tu veux jouer avec des codes du film noir, hein, encore une fois la brune et la blonde, tu vois, c'est un code du film noir. C'est intéressant de se demander jusqu'à quel point il a conscience de ça, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Del Toro, un des principes de son cinéma, c'est que lui, il dit « Je ne m'intéresse pas à la réalité, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. » La valeur cardinale, je pense, de Del Toro, c'est la vérité. Mais la vérité au sens très large, dans tout ce qu'elle peut englober. C'est-à-dire l'honnêteté, l'honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qu'on offre et tout. Et je pense qu'effectivement, surtout après le plébiscite... qu'il a reçu avec La forme de l'eau, il y a un vrai questionnement sur ce qu'il doit faire vis-à-vis de son cinéma en fait là-dedans. Et est-ce qu'il va choisir la voie de David Cronenberg ou est-ce qu'il va rester Guillermo del Toro? Et je pense qu'il y a de ça en fait dans le propos du film, et c'est fascinant de le voir se confronter finalement à ça. On a un questionnement d'auteur à même en fait dans le film, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on a ce questionnement, on voit quelqu'un, le film est assez flagrant en fait, moi je trouve là-dessus, c'est ça qui est assez, en fait, en tout cas quand tu connais la carrière de Del Toro, c'est évident qu'il parle de ça, et c'est mine de rien montre les coulisses de la foire des monstres en permanence. Voilà, c'est ça, mine de rien, c'est impressionnant en fait. La gueule d'un monstre, cette fois tu vois les rouages de l'autre côté, par exemple. Si tu vois la création d'un numéro quasi ex nihilo, quoi, où justement le personnage de Bradley Cooper va mettre en scène littéralement en fait le numéro qui se déroule devant nos yeux. Il y a qu'un mec qui peut être totalement droit dans ses bottes artistiquement, qui peut se permettre, je trouve, un tel exercice de style, quoi, en fait. Et voilà. Et après, là, on est parti un peu dans les tours sur l'analyse et tout, mais c'est vrai qu'il faut encore une fois bien souligner cet aspect-là. Le film dure 2h30, c'est ça, 2h30 à peu près, mais ça passe, mais qui est pareil, hein, je crois que c'est son film le plus long, quoi. Mais ça passe, mais alors, moi, je trouve comme une lettre à la poste. Il y a effectivement ce choix hyper culotté de te faire une rupture très nette en plein milieu, et c'est pareil, c'est quelque chose, moi, qui je trouve déstabilise, hein, mais le film est très déstabilisant sur plein d'aspects, hein, c'est pas forcément un film très confortable, hein, Nightmare Alley, mais qui par contre fait complètement sens et qui au final te mène à une boucle qui est parfaitement pertinente. Et tu veux dire quelque chose? Alors, je voulais demander à Marie de rebondir là-dessus, puisqu'elle a vu le film de 1947, savoir s'il a la même structure. Ouais, en fait, le film n'a pas tout à... Enfin, c'est vraiment, vu que c'est adapté évidemment du même roman, ça suit les mêmes événements, mais il y a vraiment pas une rupture nette. Le moment où ils quittent ce cirque itinérant et où ils partent tous les deux faire leur numéro arrive vraiment plus tôt dans le film. Et t'as pas une cassure comme ça, c'est vraiment... en fait, le film est centré sur les deux personnages qui vont faire leur vie, alors que là, t'as vraiment une rupture et t'as
t'as pas autant, je trouve qu'on voit un peu moins les liens entre les personnages, on voit un peu moins Zina et je sais plus comment s'appelle son Zina mari, et Pete. ouais, qui meurt. Et on voit un peu moins tout cet aspect-là. On arrive beaucoup plus vite en fait à la partie où ils ont leur numéro tous les deux. En fait, elle arrive beaucoup plus tôt dans le film original. On a beaucoup moins tous ces questionnements sur le père et tous ces flashbacks, tout le truc autour de la montre de son père, qui est vraiment quand même un gros truc qui apparaît pas mal dans le Del Toro. Ça, on l'a beaucoup moins. Et la fin est pas tout à fait la même, mais bon, je sais pas si ça vaut le coup de la spoiler non plus. C'est juste un petit détail, mais voilà, on retrouve plus tous les personnages qui se retrouvent à la fin, en fait, dans la boucle est bouclée avec vraiment tous les personnages qui se retrouvent dans le premier film par rapport à celui-là. Le rapport au père, il est vachement important en fait chez Del Toro. De toute façon, dans son cinéma, on le voit avec, par exemple, le personnage de Mentor dans Hellboy ou ce genre de choses, quoi. Mais Del Toro lui-même a quand même eu, une mésaventure assez énorme avec son père, qui a été kidnappé au Mexique, en fait, dans les années 90. Et parce que, en fait, les kidnappeurs étaient persuadés que, comme c'était un réalisateur hollywoodien, il avait de l'argent pour payer la rançon, quoi. Et tu te retrouves, en fait, avec un truc comme ça, où tu vois tout de suite qu'il y a un rapport, en fait, assez particulier là-dedans, quoi. Et je crois que son père est mort récemment, en plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, à Del Toro, quoi. Mais moi, un autre point, en fait, si tu veux, dont on parlait, c'est qu'il y a cette idée, en fait, c'est-à-dire que dans le film, il y a un fantôme, par exemple. Il y a un fœtus, il y a un fantôme, il y a tous ces trucs-là. Mais comment est-ce que tu déconstruis ça ? Et jusqu'où tu peux aller ? Et avec qui tu peux le faire ? Et c'est ça qui est assez incroyable, je trouve, par exemple, dans la dernière partie du film, en fait, où tu rejoins deux choses, en fait, pour moi, là-dedans. C'est-à-dire l'aspect film noir et l'aspect, je te dévoile mes trucs, en fait. C'est-à-dire, je te montre, en fait, je te mets sur la table, en fait, ce que je suis capable de faire. Voir ce qui se passe en coulisses. Voilà. Et par exemple, essayer le coup du fantôme, là, les gens verront le film, ils comprendront de quoi je parle. En fait, le coup de l'apparition, c'est incroyable, en fait, cette scène, parce que, en gros, si tu veux, il y a une déconstruction totale de ses effets à lui, en fait, si tu veux, de ce que lui, il est capable de montrer. C'est-à-dire que, je veux dire, ces dernières années au cinéma, quels fantômes ont été marquants ? Si ce n'est pour moi, en tout cas dans Les Chines du Diable ou dans Crimson Peak, justement, en fait. Et le fait de le voir jouer avec cette logique-là, c'est ça que je trouve assez pertinent, en fait, voilà. Et le deuxième truc que j'ai retrouvé, juste sur le film noir, que j'aime beaucoup, moi, dans le film, mais qui rejoint encore une fois ce que Del Toro fait de manière générale, c'est que y a un fétichisme du film noir. Aujourd'hui, si tu veux, en fait, encore une fois, comme soit tu es Michael Mann et tu arrives à réinventer, si tu veux, le film noir à travers une hyper, de l'hyper-cinéma, tu vois, c'est-à-dire comment, en fait, te rendre la nuit encore plus nuit, tu vois, te la faire ressentir, en fait, si tu veux, comme Michael Mann sait le faire, quoi, quand tu vois Heat, quand tu vois ces films-là. Parce que, en fait, le film noir, il y a une distance, c'est-à-dire que c'est du noir et blanc. Aujourd'hui, les spectateurs, à l'époque, ne voyaient pas le noir et blanc comme une distance. Aujourd'hui, c'en est une, tu vois. Donc, il y a une fétichisation de ce truc-là. Et en fait, Del Toro ramène ça, lui, à sa manière, avec la façon de traiter, par exemple, la violence. C'est-à-dire que, en fait, quand tu regardes l'aspect sulfureux, en fait, du film noir, quand tu réfléchis, en fait, à l'époque où ces films ont été faits, quoi, je parle vraiment des canons, tu vois, des classiques, quoi. Il y avait cette violence, c'était quelque chose de violent, parce que c'était le film noir, c'est le rapport à la modernité, à l'urbain, en fait. Et donc, en fait, tu montrais la dangerosité de la ville, tu montrais tous ces trucs-là, etc. Là, le film te montre ça dans une violence, en fait, si tu veux, totalement exacerbée, en fait, c'est-à-dire complètement décomplexée. Il y a une scène d'un mec qui se fait rouler sur la gueule, en fait, c'est tout un tas de trucs comme ça, et c'est ultra violent. Mais c'est pour moi, en fait, si tu veux, une vraie réflexion sur, mais en gros, qu'est-ce que c'était le film noir à une certaine époque et comment, en fait, tu le, pas modernises, mais tu le rends, en fait, cette vérité dont parle Julien, que cherche, en fait, Del Toro à travers son cinéma. Cette façon de se réapproprier, en fait, si tu veux, ce sentiment, cette ambiance, ce truc, et de dire, oui, mais en fait, on est en 2022, 2021, tu vois, la violence, en fait, comment je vais répercuter cette violence, en fait, que les spectateurs ont ressentie dans les années 40 ? Comment je vais la répercuter aujourd'hui ? Et ce questionnement-là sur le film noir, moi je trouve, à part encore une fois Michael Mann ces dernières années, très peu de personnes qui se la posent en fait vraiment, parce qu'on est vraiment dans le fétichisme du truc, quoi. Et c'est pour ça, à mon sens, j'ai pas vu le film original, puis qui est un film en noir et blanc, mais à mon avis, il y a aussi une grosse distinction entre ces deux trucs-là en termes de ce que ça rapporte en termes d'ambiance, en fait, je pense. Alors, il a dit en interview qu'il avait toute une liste de films des années 40-50 dont il s'était servi comme source d'inspiration. Je peux en citer quelques-uns. Il y a l'Ultime Radia de Kubrick. Il
Né pour tuer de Robert Wise, La ronde du crime de Don Siegel. Je vais pas tous les. Tu sais, il y a une anecdote rigolote qui nous avait raconté là, un petit déj. Je sais pas si tu t'en souviens, Stéphane, c'est que quand il avait tourné Hellboy, il avait fait envoyer à Prague, où se tournait donc le film, une caisse pleine de DVD à l'époque. Et dedans, il y avait que des films en noir et blanc, quasiment que des films en noir et blanc. Il regardait que ça en fait, et beaucoup, principalement des films noirs et un porno au milieu. Et la caisse avait été bloquée à la douane, et il nous racontait qu'il imaginait en fait les douaniers découvrir que des vieilleries en fait, tu vois, des années 30 et au milieu un film porno, parce qu'il avait un fétiche apparemment sur un film porno. Bon bref, je n'ai pas le titre, hein, désolé. Et non mais ça, juste pour l'anecdote du porno, parce que ce qu'il nous avait raconté, c'est qu'en fait on s'était retrouvés à parler de ces choses-là et de cinéma de manière générale, et juste le truc du porno, c'est pas qu'il a fait un fétiche sur un porno, c'est qu'en fait il disait oui mais je les connais ces filles, non je les connais pas encore, donc ça va, elles font partie de la famille. Il y avait ce truc en fait, il avait pas l'impression de tromper sa femme quand il regardait ça, il avait pas l'impression de voilà, il était dans cette logique là, et j'ai trouvé ça assez touchant en fait. C'était marrant, non mais bon, c'était juste par anecdote, mais non, mais il y a un truc aussi, c'est que je voulais juste pousser une réflexion que j'ai eue tout à l'heure en allant un peu plus loin, c'est que on parle beaucoup de méta, de déstructuration et tout, avec des machins comme Spider-Man dernièrement ou la semaine dernière avec Scream, mais et à chaque fois on se retrouve sur ces films-là, en tout cas à buter en fait sur un truc mais qu'est-ce que ça nous propose de nouveau ? Pourquoi tu déstructures ça ? Et Del Toro, encore une fois, il y arrive. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de cette nouvelle vision entre guillemets du monstre, de qu'est-ce que c'est un vrai monstre humain en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Et Stéphane en parlait tout à l'heure, mais il te déstructure effectivement la scène du fantôme, mais pour te procurer, en tout cas moi, il m'a procuré une frayeur, mais monumentale. Ça fait vraiment peur, parce que ça marche en fait. Il y a un truc où tu te dis, putain, mais là tu te retrouves face à des mecs, mais qui sont vraiment horribles, enfin, qui peuvent commettre des trucs épouvantables. Je ne voudrais pas que les personnages se retrouvent aux mains de tel ou tel personnage. Ce serait une horreur, quoi. Et donc, c'est ça aussi qui est fascinant, c'est qu'il quitte, il se sépare, en tout cas sur ce film-là, de ses fondamentaux, pour retrouver finalement des sensations qu'il a déjà pu nous procurer par le passé, mais sur un registre qui est encore une fois totalement différent. C'est vraiment étonnant, quoi. C'est vraiment très rare quand même de voir un truc pareil. Quel silence. Merde, pardon. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je pense que peut-être ça veut dire qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter ? On est à combien de temps ? Non, mais en fait, je sais pas si on peut vraiment dire qu'on a fait le tour d'un film comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même un des trucs... Non, mais c'est vrai. C'est juste pour préciser aux gens. Non, mais c'est juste pour boucler justement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, il y a cette idée, en fait, que on voit, en fait, ce que... On est en train de faire une série sur John Carpenter, en fait. John Carpenter, il a jamais gagné l'Oscar. John Carpenter, c'est un cinéaste immense, extrêmement important. Quand tu donnes, en fait, une reconnaissance de son vivant à un réalisateur, en fait, qui a pleine possession de ses moyens artistiques, en fait, comme Guillermo del Toro, ça donne, en fait, un nouveau film de Guillermo del Toro. Et c'est ça qui est hyper réjouissant, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est très difficile de faire le tour de ça, parce que je pense que même si le film, il est assez évident sur ce qu'il raconte, même si, effectivement, si tu connais la carrière de del Toro, c'est clair et net qu'il est en train de parler de lui, quoi. Bah, malgré tout, en fait, si tu veux, le film fonctionne à ce premier degré-là. Il fonctionne, en fait, avec toute cette idée, ce que dit Julien est vrai. Tu te retrouves, en fait, avec un vrai fantôme quand même si c'est pas un vrai fantôme dans le film. Et c'est ça qui est assez dingue, en fait. C'est cette manière de revoir, en fait, sous une parallaxe, en fait, son propre cinéma à lui, et de se poser les questions de comment est-ce que ça serait si, justement, la libye du film noir, c'est de dire on fait un vrai film. C'est-à-dire, entre guillemets, une vraie histoire, si tu veux, qui se passerait vraiment dans la vraie vie. Et non pas avec mes fantômes, avec mes trucs. Et qu'est-ce que ça donne si j'utilise quand même mes figures habituelles ? Et mine de rien, ouais, c'est assez rare, en fait, finalement, dans l'histoire du cinéma, de voir des gens qui arrivent à se réinventer par ce prisme-là, quoi. Donc, enfin, se réinventer... Non, c'est dans la continuité, mais malgré tout, t'as quand même l'impression de découvrir quelque chose de nouveau sur ce type que moi, personnellement, j'admire, en fait, depuis 20 ans, quoi. Donc, c'est enthousiasmante l'idée de dire qu'on va avoir de nouveaux films de lui à nouveau, quoi. Bah, dont un qui arrive cette année, d'ailleurs. Alors là, Retour au Fantastique, pour le coup, c'est l'adaptation de Pinocchio. Pour Netflix. Pour Netflix. On verra. Ah, ouais. Je vous sens un petit peu plus réticent. Bah oui, parce que
j'ai pas envie qu'il soit dans l'évidence, en fait, moi. Un mec comme ça, il est trop précieux pour ça. J'ai envie qu'il crée, qu'il me surprenne. Ça me surprend pas trop, en fait, finalement, qu'il fasse Pinocchio. Donc, je sais pas, on verra. De toute façon, on verra. Casse pas tout, Julien. C'était tellement beau, là. Non, mais bien sûr. Mais voilà. Même Marie, elle a aimé alors qu'elle déteste Del Toro. Oh là là, ça y est, qu'est-ce que j'ai pas dit, quoi. Marie, elle déteste Del Toro, elle adore Scream, alors excuse-moi. Oh, ça y est. Non, mais de toute façon, j'ai bien noté que j'étais virée. Ouais, mais je te réengage. Ah non. Pour venir parler de Roland Emmerich. Alors, j'étais en train de chercher la date de sortie du Pinocchio en question, mais c'est 2022 uniquement sur Netflix. J'ai pas de date plus précise à vous donner. En tout cas, pour Nightmare Alley, si vous voulez vous faire votre propre avis, il est sorti en salle ce mercredi 19 février. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec les avis de l'équipe ? Dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait du nouveau Scream, 5e opus de la saga. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Bonsoir l'équipe de Capture, ce petit message suite à la vision de ce Scream qui, bien qu'il soit ludique, jouissif par moments et que ses promos sur la charcuterie sur certains meurtres comble du vide, les deux réalisateurs n'ont pas compris ce qu'avait totalement réussi à faire le Père Wes en réadaptant sa saga sur Scream 4. Donc, c'était sympa, mais ça servait à rien. Bon, clairement, je pense qu'il y a un effet générationnel. Merci l'ami Wes pour nous avoir donné les tropes des mauvais films d'horreur pour deviner justement qui était le tueur à la fin. Donc généralement, c'est celui qu'on voit le moins. Coucou à couteau tiré. Voilà. Alors je dois vous avouer qu'à la sortie de Scream, j'ai hésité à écouter le podcast, puisque je connaissais un peu votre avis sur Wes Craven. Puis j'ai été content que Marie, elle porte un peu la voix de beaucoup de ceux qui ont découvert Scream à 12-13 ans, peut-être un peu plus. Ça a été leur premier frisson, leur premier film d'horreur, ils se sont tournés vers les autres. C'était mon cas aussi. Merci de l'avoir souligné. À plus. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et merci Alain à la technique. Merci à toutes et à tous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pourquoi tu rigoles ? C'est ce côté suave là. Le suave and chic. Depuis qu'il a sa nouvelle coupe là, mais laisse tomber. Bonjour quoi. à tous. Merci à toutes et Regarde-le, à là. tous. Il va venir dans un costume mauve avec un énorme ruban autour du cou. En velours. Ouais. La prochaine fois, je préparerai une intro sur cette nouvelle coupe de Vous cheveux. avez saboté ce magnifique épisode. Laissez Clémence terminer. Et puis donc merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Enfin, si ça vous a plu, que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Grâce à vous, on continuera à grandir et on restera indépendant. Et puis, si vous n'avez pas de sous pour nous soutenir, vous pouvez le faire autrement. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Bref, aidez-nous à nous faire connaître, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale temps pour un film. Salut! Restez pas là, y'a rien à